Bon, je voudrais premièrement remercier Didier Fassin de m'avoir invité et Jean-Sébastien et Isabelle de m'avoir envoyé son texte. Donc, je vais tenter de faire trois choses, par rapport auxquelles je vais tenter de faire trois choses. La première, c'est de situer très rapidement le texte, l'intervention, votre travail dans une tradition sociologique d'analyse et tenter de montrer une pensée philosophique qui est à la base. La deuxième, tout au long de mon intervention, je voudrais insister, je le dis dès le début, l'apport réel du texte à la compréhension complexe de ce que c'est l'action professionnelle, l'action clinique ou le travail social. Les cas de Jennifer dont il vient de nous parler Isabelle montrent que dans la maison d'adolescents, on fait beaucoup de choses et parfois des choses très complexes et qui ont des effets très importants dans la vie des personnes. Après, on pourrait réfléchir si ces choses sont nécessaires ou pas, si ces choses sont émancipatrices ou pas. Voilà, une question. Et je voudrais aussi insister sur comment les problèmes philosophiques qu'il y a à la base de cette tradition sociologique de description du travail social, du travail clinique, etc., est important de les résoudre un peu pour la description sociologique elle-même. C'est-à-dire comment ça pose des enjeux très forts pour la description sociologique ou ethnographique. Donc, je commence mon intervention en me référant à une idée qu'il énonce dans le texte et qu'il développe, je crois que de manière assez réussie. C'est l'idée que pour étudier dans les sciences sociales ce type d'institutions, il faut étudier les rapports complexes entre professionnels, institutions et usagers affectés, on peut les appeler de plusieurs formes. Et ce sont maintenir le triangle de la description dans ces trois pôles, je crois que c'est très important pour avoir une compréhension réussie de qu'est-ce que c'est une action étatique, qu'est-ce que c'est une action administrative, qu'est-ce que c'est une action professionnelle, et quel effet cette action-là a sur les diverses formes d'appropriation de la même. Donc voilà pour les professionnels, je crois, c'est pas développé dans le texte, mais il y a des références et comme ça je reprends aussi des questions qui ont été discutées hier et aujourd'hui. Je crois qu'au moins il faut faire, quand on a l'espace et le temps, certaines choses. La première chose, c'est de prendre en sérieux la formation scientifique ou savante des professionnels. C'est-à-dire, c'est de comprendre leur méthode. C'est-à-dire, quand on parle du travail social, il faut savoir que le cas social individuel, c'est un livre du début du XXe siècle, écrit par Mary Richmond, et qui a été appris par cœur dans beaucoup d'écoles de travail social, qu'après, ils sont arrivés les méthodes de groupe avec Jacob Lévy-Moreno, et plus tard, il est venu toute une critique marxiste dans les années 50 et 60 qui a développé les formes d'intervention communautaire, dialectique ou ce qu'on appelait à la fin, de manière plus neutre et plus technocratique, la recherche-action participative. Donc voilà, une chose importante, c'est avoir, on peut dire, c'est pas rentrer dans l'analyse des professions sans connaître les cadres intellectuels dans lesquels ils se sont formés, parce que sinon, on ne sait pas décodifier qu'est-ce qu'ils font. Moi, j'ai du mal à expliquer à mes collègues économistes qu'est-ce que fait un ethnographe en se baladant pour allier et en tentant de recueillir des entretiens. Il me dit, mais ce que tu fais, c'est n'importe quoi, ça, c'est pas scientifique, quoi. Bon, voilà. C'est pas que mes collègues sont méchants, ils sont pas, mais c'est qu'ils n'ont pas appris et quel est, on peut dire, les cadres, les outils théoriques dans lesquels on travaille dans notre métier. Je crois qu'il est très important aussi de percevoir quelles sont les formes, on peut dire, dans le langage professionnel, quels sont les modèles d'analyse que les gens intériorisent à fur et à mesure qu'ils se sont insérés dans leur terrain. Par exemple, j'ai trouvé que dans le cas des psychologues qui travaillaient avec des troubles alimentaires, il avait une expérience très forte qui jouait un rôle énorme dans tous les diagnostics. L'expérience forte, c'était toujours l'expérience qu'on a fait quand on est en train de se former dans une clinique et on voit une personne, une fille qui meurt pour ne pas s'alimenter, pour ne pas manger.
Et ces sortes d'expériences limites jouent un rôle très fort sur les projections d'avenir qu'ils font par rapport à leur clientèle, leur usagers. C'est-à-dire, il se dit toujours, peut-être le diagnostic peut être risqué, peut-être on va exagérer un peu, mais voilà, quand on pense à ce qu'il peut arriver, quand on fait des contrôles sur l'alimentation très forts, et voilà, il faut mieux intervenir. Ces formes de casse limites sont aussi présentes dans les travailleurs sociaux, par exemple dans les éducateurs de rue, quand ils connaissent un garçon qui inquiète son papa et sa maman, et voilà, et au début ça semblait pas rare, mais à la fin ils finissent en prison. Et en prison, il a une mauvaise expérience. Donc, ce type d'expérience limite donne un sens de la responsabilité morale très fort qui produit une inquiétude par rapport au regard très laxiste envers l'intervention. Donc, je crois que c'est une chose qu'il faut aussi étudier. Après, je crois qu'il y a aussi une expérience qu'on pourrait dire, avec un mot un peu chargé de sens existentiel par rapport à la propre histoire. Tous les gens se demandent devant une situation limite, qu'est-ce qu'ils font des futurs antérieurs. Qu'est-ce que j'aurais fait dans une situation comme ça? Et il y a aussi une expérience de classe, de trajectoire biographique, de classe, professionnelle, etc., qui est toujours mise en valeur dans les jugements professionnels qu'il faut. Donc voilà, par rapport aux professionnels, et par rapport aux usagers, je voudrais insister aussi sur deux questions importantes dans la description. Il faut dire qu'est-ce qu'ils font vraiment les usagers. Parce que parfois, quand on écoute, ou quand on entend, ou quand on lit des comptes rendus sociologiques sur le travail social, on a l'impression que les gens ne font rien, quoi. Qu'il leur arrive rien. Donc, une question importante, c'est tenter de décrire de la manière phénoménologiquement la plus neutre, si ça c'est possible, qu'est-ce qu'il arrive aux usagers, quel est leur problème, quel est le comportement et qu'est-ce qu'il produit, ces comportements-là, dans les milieux écologiques dont ils habitent. Pourquoi ça produit des dégâts? Par exemple, c'est le modèle d'analyse de Goffman dans La folie dans la place. Bien sûr, il y a beaucoup de comportements qui sont autorisés dans un certain milieu, mais pas dans notre milieu. Et comme on ne peut pas changer les gens des milieux qu'on on veut, ça c'est assez compliqué. Donc, on doit tenir compte de quels sont les dégâts, s'il y a des dégâts, qui produisent le comportement de la personne affectée dans les milieux sociaux concrets. Voilà, il faut décrire aussi quels sont les objectifs de ces personnes-là au moment où ils sont en rapport avec l'institution. Et on devrait aussi, au niveau de l'institution, insister dans des choses. Dans les objectifs explicites, mais il me semble que parfois on tombe très facilement dans la ridiculisation quand on compare n'importe quelle institution avec les modèles que se fait de soi-même. Voilà. Si on compare la sociologie, si on fait une définition de la sociologie, moi je me rappelle dans les films de Bourdieu lit une définition de la sociologie, il dit mais ça c'est ridicule, personne ne fait ça. Donc, si on fait la comparaison seulement avec les objectifs explicites, je crois que c'est un peu pauvre. On peut introduire les objectifs implicites, c'est-à-dire la vieille critique fonctionnaliste, ce qu'ils font mais ils ne le savent pas. Ça pose des problèmes épistémologiques. Et je crois aussi qu'on doit introduire des considérations qui sont représentées dans votre texte sur, par exemple, les effets des contraintes budgétaires ou des formes d'évaluation sur l'activité professionnelle des travailleurs sociaux ou des psychologues, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on est soumis à des formes d'évaluation qui exigent de valoriser tout le temps le travail qu'on fait. Moi, je me rappelle d'une anecdote, ça faisait longtemps, où un responsable des services sociaux disait à un jeune éducateur « Comment je suis heureux ?» parce que l'évaluation qu'a fait votre équipe de votre travail est négative. Personne ne fait déjà ça aujourd'hui.
parce que ce sont pas des fonctionnaires. Ils sont déjà qu'on a gagné un appel à faire une activité. Ce sont des professionnels une entreprise de marché qui gère un service. Donc voilà, ça pourrait donner aussi des formes de comparaison intéressantes. Quelle forme d'indépendance par rapport à l'institution donne pour évaluer bien le travail qu'on fait, l'existence d'un poste stabilisé, d'une bonne définition de profession, en plus d'un milieu syndical fort, etc., comme c'était le cas de ces jeunes éducateurs de rue. Donc, voilà pour les modèles qu'il déploie, dans lesquels je suis complètement d'accord. Et alors, les textes, sans tomber dans les versions les plus extrêmes de ces modèles-là, se réclament aussi de la tradition du contrôle social et de l'analyse des interventions des travailleurs sociaux, psychiatres, de toutes les professions aussi, qu'on disait avec guillemets infamantes. Et voilà. Donc voilà, ils disent, vous dites, voilà, ça ne change pas les rapports de domination, mais ça change les équilibres de force. Pour moi, ça pose un problème que je crois qui est important à résoudre pour décrire certains cas que vous décrivez très bien. Je dois encore insister sur comment il est important d'avoir des bons protocoles de recherche empirique, parce que ça permet la discussion autour des cas. Bon, voilà, quel est le problème philosophique? Et le suivant, c'est un problème qui a été soulevé par toute la tradition de philosophie républicaine. Donc, dans cette tradition-là, il y a une différence qui est très importante, c'est la différence entre... c'est la question de comment on conçoit la liberté. Voilà, pour la vision libérale du monde, toute forme d'interférence qui ne soit pas absolument contrôlée, c'est une forme de domination. Ça, c'est le modèle de liberté négative tel qu'il a été théorisé par Isaiah Berlin dans les quatre essais sur la liberté. Donc voilà, toute forme d'intervention qui ne soit pas réclamée, qui ne soit pas fondée dans une demande concrète, solvable, comme le disait Janine Bardet-Leroux, c'est une forme illégitime de domination. De domination des classes, dans la version 70 en France, première moitié des années 70, après la dimension des classes est disparue, mais au début, oui, ou domination professionnelle dans les modèles à la Ivan Illich, plus proche, en fait, du libéralisme. Donc, contre ces visions-là, ça a été théorisé par Philippe Petit dans le livre Républicanisme, une théorie sur la liberté et le gouvernement. Je crois que c'est ça aussi la traduction en français. Et on peut opposer l'idée qu'il y a des formes d'interférence dans la vie des personnes qui ne sont pas des pratiques de domination. C'est-à-dire qu'il y a des formes de s'introduire, de jouer un rôle de conseiller, d'analyste de la situation de la personne, d'insister sur la nécessité de la présence d'institutions éducatives, mais répressives, qui aident à garantir la liberté de la personne. Donc voilà, le pari de la tradition républicaine, c'est il peut exister des formes d'interférence, des formes de s'introduire, de produire des effets dans la vie des personnes qui ne sont pas des formes de domination. Je ne développe pas la discussion, qui est un peu complexe, comme vous pouvez supposer, mais ça me semble très important pour décrire ce qu'on est en train de voir. Parce que si on reste dans moi, j'ai un problème avec le vocabulaire des rapports de pouvoir et de domination. Le maître d'Althusser lui disait à Althusser, si tout est rose, rien n'est rose. Donc, si tout sont rapports de pouvoir, moi j'ai du mal à savoir qu'est-ce que sont les rapports de pouvoir. On peut rester dans ces formes de théoriser, mais moi je trouve des problèmes. Donc, il me semble que pour juger les formes d'intervention liées au travail social, les formes d'intervention clinique, on doit avoir,
pour la caractérisation elle-même, en tête, dans le cadre d'analyse, l'idée qu'il est très différent une forme d'intervention qui ne sert à rien, qui ne sert qu'à maintenir les privilèges professionnels, et qui sert à introduire une idéologie quiconque de manière illégitime dans la vie des personnes, ou une intervention qui peut aider à vivre ou à faire des choses. Donc, parce que sinon, on tombe dans les ridicules descriptifs. C'est pas beau. Mais il y a un ouvrage, c'est pas beau du tout. Il y a un ouvrage très important qui a fait école en France où l'intervention avec enfants des familles qui étaient emprisonnées en prison, ou l'intervention avec des familles où il se produisait de la maltraitance sexuelle était considérée comme une forme de contrôle social. Moi, je ne comprends rien. C'est un ouvrage très important, très connu. Et voilà, ces formes d'intervention étaient codifiées de cette manière-là. Bien sûr, on pourrait dire, est-ce qu'il n'y avait pas de la maltraitance sexuelle? C'est qu'on était devant des personnes très rigoristes, très réprimées, ou je ne sais pas quoi, mais la situation, ce n'était pas celle-là. Mais en tout cas, moi, je trouve un peu fort de considérer que dans des situations de ce type-là, les formes d'intervention étatique sont des formes de domination ou des formes de contrôle social. Donc, voilà. Et avec ça, je voudrais aussi insister dans une dimension de l'analyse critique des sociologues, que nous, les sociologues, les anthropologues, nous faisons sur les théories cliniques qui me semble important. C'est un problème épistémologique. Et vous parlez très bien de l'effet d'halo des catégories. Et vous faites aussi une description très intéressante, très bonne, pour dire que les catégories psychologiques peuvent être assumées de manière diverse selon les ressources culturelles des personnes concernées. Vous montrez ça très bien. Mais je crois qu'on doit regarder, je crois qu'on doit être exigeante avec les cadres théoriques de la psychologie et ou du travail social de la même manière qu'on serait exigeant avec les cadres théoriques de la sociologie. Si je parle à mes amis économistes sur qu'est-ce que c'est la classe ouvrière, j'ai besoin d'une demi-heure pour montrer la différence dans l'analyse de la mobilité sociale entre la perspective de John Goldthorpe et la classe de services et la perspective de Bourdieu ou d'Henry Wright. Donc, il arrive à la conclusion que les sociologues ne savent pas qu'est-ce que c'est la classe ouvrière. C'est-à-dire, ce sont des signifiés, des catégories avec des signifiés parfois très mous et très prises par des débats théoriques assez forts et assez justifiés. Donc, Ian Akin a proposé un modèle intéressant pour analyser la psychologie et les catégories psychologiques. Il dit que ce sont des catégories en étoile. Donc, voilà, de la même manière qu'on dit un cygne, une cigogne est un oiseau comme un aigle, mais il ne se ressemble pas. De la même manière, il y a plusieurs formes de catégorisation, je ne sais pas quelle maladie psychologique, qui, quand on regarde de près empiriquement, ça donne des comportements qui sont parfois très différents. Mais je crois que ce type de composition et de catégorisation est aussi présent dans les sciences sociales. Donc, par exemple, vous posez la question de l'invention de la notion de maltraitance. Quand on parle de l'invention de la notion de n'importe quelle chose, le mot invention est un peu trop, moi je trouve. Si c'est une fabrication fantasieuse de quelqu'un, il faudrait le dire. Si c'est une idéologie consciente ou inconsciente d'un dispositif méchant ou pas méchant, ou bon, ou à de bonnes intentions, il faudrait le dire aussi. Mais est-ce que ce type de catégorie, je demande en général, ne décrit rien? Ou qu'est-ce qu'il décrit en fait? Ou ils sont appliqués de manière extravagante, sans contrôle. Voilà.
Donc, pour finir, je voudrais faire les commentaires. Isabelle s'est référée au cas de Jennifer, donc on a vu très bien. Qu'est-ce qu'il peut supposer? L'existence d'un centre peuplé par des gens diplômés qui ont une fonction d'aide aux personnes pour sortir des milieux sociaux un peu fermés ou pour développer des trajectoires biographiques un peu difficiles. Donc voilà, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Donc voilà, être en contact avec des personnes avec lesquelles on peut parler, on peut te donner des conseils, c'est important quand on est dans certains milieux sociaux. Pas peut-être dans d'autres, où ce psychologue ou très apprécié par la personne pourrait sembler ringard, ridicule, etc., mais pas dans ces milieux-là. Donc, vous parlez Isabelle a fait aussi référence dans son intervention, dit la famille d'Hyper, qui disait on était devant l'institution, c'est un peu un grand livre blanc. Et pour la mère, je cite, vous disiez, il faisait une demande aux institutions de soutien, d'accompagnement, d'éclairage. Voilà, ce sont des gens qui veulent être cadrés. Ce sont des gens qui veulent être cadrés, ce sont des gens qui veulent être dirigés. Donc, ce sont des gens qui veulent une intervention positive dans leur vie. Donc, je crois que vous êtes d'accord avec moi, selon la teneur de votre texte, que ça produit de la liberté, ça produit des compétences, des capacités dans ces familles-là. Et que ce qui les dérange, c'est avoir affaire à des gens qui ne leur donnent pas de conseils concrets. Donc voilà. Donc, on pourrait penser ce type d'intervention, c'est une intervention où il y a de l'interférence dans la vie de ces deux personnes, mais sans domination. Ou on peut faire la machinerie du fonctionnalisme de pire, et chaque fois qu'on fait une chose, quand l'émancipation n'est jamais complète, on pourrait dire, mais ça contribue à soutenir, à recomposer les rapports de domination. Voilà, c'est une question. Et après, je voudrais aussi poser à la salle, qu'est-ce qui serait une intervention d'un sociologue avec des outils de la sociologie dans ces cadres-là? C'est une belle question, je trouve, à se poser. Ça semble un peu bête. Mais quand on est devant des situations comme celle-ci, qu'est-ce que nous saurions avec nos catégories? Bien sûr, il y a la recherche action participative, mais ce n'est pas très légitime dans le monde de la sociologie, c'est plutôt des travailleurs sociaux, mais c'est une forme d'intervention fondée sur l'idée que la description sociologique peut augmenter la compréhension des problèmes sociaux. Et ça c'est une chose qui est très bien présente dans votre texte. Je crois que c'est très définitif. C'est vrai, avec la vision d'un sociologue, peut aider à se rendre compte que les horaires de travail sont très importants pour comprendre les problèmes familiaux. Donc voilà, de ce point de vue-là, je crois que c'est complètement clair qu'une analyse sociologique aide à élargir les champs sémantiques des formes de catégorisation des problèmes sociaux. Mais ma question serait toujours comment il serait une intervention fondée sur ces présupposés-là? Il ne ferait pas de la clinique, de l'accompagnement? Il ne ferait pas de dialogue? Il ne ferait pas du cas social individuel? Bien sûr, je crois qu'on est d'accord que oui. Sinon, ça serait personne qui a une expérience politique. L'expérience politique passe, ou l'expérience de transformation sociale passe pour des rapports personnels. On ne fait pas des meetings, quoi. À des masses, non? Donc voilà, mais ça, je trouve que c'est une question importante. On dénonce, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas étudié, la psychologisation du travail social. Si ça c'est vrai, je crois que dans votre texte, il y a beaucoup d'arguments pour parier pour une sociologisation de la formation de travailleurs sociaux, ou des cliniciens, ou des psychologues, bien sûr.
Mais quelles seront les formes d'intervention spécifiques qu'on ferait dans des situations de ce type-là? Et donc, pour finir, à part d'insister sur la qualité du texte et du travail ethnographique, je voudrais dire qu'il y a dans votre texte des exemples concrets de qu'il peut y avoir des formes et des interférences dans la vie des personnes en domination qui produisent des capacités et des compétences. Moi, j'ai du mal à utiliser le vocabulaire des rapports de pouvoir pour décrire ces situations nouvelles-là. Et je crois qu'en ramenant toutes les formes d'intervention sociale au signifiant du fou, ce n'est pas par rapport à vous, c'est en général, du contrôle social, les sciences sociales ne sont pas capables de détecter les formes d'intervention émancipatrices qui agissent dans beaucoup de dispositifs de l'État-providence. Donc, ainsi, sans se rendre compte, parfois, nous sommes pris dans une théorie du pouvoir typique du libéralisme, selon laquelle toutes les configurations de pouvoir sont semblables, car elles transforment, comme on dit, un individu dans un sujet assujetti. Je crois que de cette manière-là, il y a un problème très profond de description sociologique, mais aussi un problème philosophique et surtout un problème politique. Et moi, je considère que des descriptions ethnographiques et des théorisations sociologiques si fines n'ont rien à gagner en continuant avec les modèles du contrôle social. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'arrivera pas à répondre à tout, donc je vais essayer seulement de continuer un peu la discussion sur quelques points. Alors, un point très rapide sur la question un peu des formes d'évaluation, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas trop parlé, mais qui est assez présent sur le terrain. Et je pense que c'est intéressant aussi à rappeler par rapport à ce qu'on a entendu ce matin avec Sébastien et Sarah. Il y a plein de discussions aussi à la Maison des adolescents sur les nouvelles formes d'évaluation, et notamment on leur demande, parce qu'ils sont liés à un hôpital, de codifier beaucoup plus qu'avant tous les actes qui sont faits à la Maison des adolescents, et ça leur pose au moins deux sortes de problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a une partie des gens qui travaillent à la Maison des adolescents qui ne dépendent pas de l'hôpital, et donc on ne peut pas comptabiliser leur activité. Et du coup, ça a tendance à renforcer aussi les conflits internes à la maison des adolescents, avec certains qui se sentent, qui trouvent que leur activité est reconnue, notamment par un statut, et d'autres qui se sentent beaucoup moins reconnus. Et le deuxième élément, c'est que dans les activités qui sont menées, il y en a une partie qui sont vraiment extrêmement difficiles à comptabiliser. Alors, ça peut être des coups de téléphone, des discussions un peu informelles. Enfin, il y a un certain nombre d'activités qui ont du mal à être codées comme des actes. Et je pense que c'est intéressant de rappeler ça, parce que ça renvoie aussi à la fragilité du dispositif, c'est-à-dire que on en crée pas mal des dispositifs comme ça où, un peu par économie de moyens, on essaye de mettre en réseau des professionnels qui existent déjà, et en même temps, cette mise en réseau, elle a du mal à rentrer dans les cadres de l'évaluation. Donc voilà, il y a ce paradoxe qui me semble intéressant, et donc tu as soulevé ce point des questions des formes d'évaluation. Alors pour en revenir à la question centrale que tu poses sur le contrôle social, nous, notre position par rapport à ces débats, c'est de dire que analyser les choses uniquement en termes de contrôle social, ça ne nous semble pas satisfaisant, parce qu'on rend compte à ce moment-là ni de la réflexivité des professionnels, ni des possibilités émancipatrices, comme tu le dis, que ça permet pour les adolescents. Il me semble en revanche que balayer les formes de domination pour insister sur les formes d'émancipation, ça n'est pas satisfaisant non plus. Alors, ce qu'on veut montrer, c'est que on est dans des cas de malentendus productifs. C'est-à-dire, d'un côté, des gens qui ont une demande, et pourtant les professionnels passent leur temps à dire le problème, c'est que les gens ne demandent rien, donc on ne sait pas quoi répondre. Donc on répond des choses, mais on ne sait pas si on répond bien. Et de l'autre côté, des gens qui disent, si on demande des choses et on n'a pas de réponse.
Donc, ils se comprennent pas bien, mais ce qui nous semble intéressant et ce qu'on veut décrire, c'est que ces malentendus produisent plein de choses. Et c'est là où il me semble que c'est intéressant malgré tout de conserver une optique en termes de domination, c'est que la domination, elle peut se faire dans plusieurs sphères. Ça peut être une domination dans la sphère familiale, par exemple, d'enfants qui, alors on a des cas qui veulent envisager certaines études et qui sont bloqués à la fois par ce que les parents acceptent et par ce que les parents jugent légitime ou illégitime. Ça peut être des formes de domination, et c'est ça qui nous semble intéressant aussi par rapport à des formes d'évaluation morale, c'est-à-dire que des parents qui sont accusés, par exemple, par l'école de ne pas se comporter de manière correcte, en étant violents avec les enfants, par exemple, quand ils viennent à la maison d'adolescents, cette image, est-ce qu'ils sont des mauvais parents ou pas, elle peut, dans certains cas, bouger, dans certains cas, être renforcée. Dans certains cas être un peu atténué ou alors être simplement modifié. Donc, pour reprendre un petit exemple sur le cas de Hamidou Touré, les parents, donc on a discuté essentiellement avec le père, mais on a eu quelques échos de la mère aussi, sont très ambivalents par rapport à l'intervention. Il y a une chose qui les a choqués, par exemple, c'est que on leur a dit d'accord, vous faites ce que vous pouvez, c'est bien, mais quand même il y a un problème, c'est que Hamidou il dort dans le même lit que sa sœur et à leurs âges, c'est vraiment pas possible. Sous-entendu, la manière dont vous vivez en famille pose quand même des problèmes un peu indépassables. Et pour eux, il y a une espèce de contradiction parce que ils ont été forcés de déménager. On les a relogés dans un HLM tout petit et donc ils n'ont pas du tout la place pour faire autrement. Donc ils ont l'impression qu'on leur dit vous respectez pas les normes du bien vivre en famille, et en même temps, eux, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas les respecter mieux. Donc, d'un côté, ils se sont sentis entendus et la colère du père, par exemple, est un peu retombée. D'un autre côté, on leur a fait sentir que ils n'étaient pas tout à fait dans la norme, que ce soit des normes psychologiques, des normes d'éducation, et du coup, ils ont une position ambivalente là-dessus. Donc, dans tous les cas, il me semble qu'il y a des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des éléments d'émancipation, mais il y a aussi des éléments qui viennent renforcer des sentiments diffus d'infériorité. Parce qu'il me semble que c'est ça qui est intéressant dans la domination, c'est que la domination, elle fonctionne d'autant mieux qu'elle est mal perçue, mal comprise, qu'elle est en partie acceptée par les individus eux-mêmes. Donc, il y a aussi des mécanismes qui sont liés à plein d'autres, de renforcement de sentiments d'infériorité, effectivement, on s'y prend pas bien avec nos enfants, on sait pas comment faire, on n'a pas les bonnes ressources pour faire, mais c'est aussi un peu de notre faute. Donc voilà, c'est pour ça que le lien avec l'économie morale qui insiste sur la responsabilité à la fois individuelle et familiale, elle nous semble intéressante pour penser ces questions de domination. Pas pour dire on est dans un pur renforcement de la domination et dans le contrôle social, mais pour dire il y a des effets qui vont dans des sens différents et qui font que c'est ambivalent et que pour les uns, dans certaines conditions sociales, on va pouvoir retirer quelque chose de positif de l'intervention, et dans d'autres cas, on va pas réussir à trouver des choses qui peuvent aller dans le sens de l'émancipation. Juste, je complète rapidement pour dire que il s'agissait pas d'une. Enfin, je suis un tout petit peu surprise que c'était autant lu sous l'angle notre texte sous l'angle du contrôle social et de la domination, parce que j'avais l'impression jusqu'ici dans les retours qui étaient faits qu'on était plutôt de l'autre côté, et notamment parce que pendant l'enquête on a été en position de co-thérapeute, c'est-à-dire qu'on a pu observer les consultations familiales parce qu'on participait au cercle des thérapeutes et qu'on était aussi un peu contaminé du coup forcément par l'objet et la vision un peu des professionnels, et on a eu à intervenir sur des cas. Puisque chacun intervenait en fait sur les histoires familiales, donc nous compris, on pouvait, et là on se positionnait pas forcément en tant que sociologue, on était en tant que personne et on agissait comme les professionnels du travail social ou les professionnels du psychisme en fonction de nos propres histoires et de la manière dont les histoires qui nous étaient racontées nous faisaient écho. Donc le travail d'analyse, ça a été aussi plutôt d'essayer de reprendre un peu de distance avec quelque chose, avec une analyse qui au départ était plutôt sous l'angle de ce que tu
où on était pris dans la vision individuelle des cas, sur l'idée que ce que se faisait là servait à quelque chose, voilà. Donc ça c'est juste voilà, ma réaction première, mais je suis sensible à tout ce que tu as dit. Juste pour préciser sur cette notion de domination, elle me semble intéressante aussi en tant qu'outil, pas forcément pour une analyse globale, mais par exemple le cas d'Amidou Touré, ce qui était intéressant, c'était de voir comment, malgré tout, c'est intéressant de se dire l'école est un espace où il y a de la domination, la famille est un espace où il y a de la domination, l'institution fait œuvre ou pas, de domination. Mais ce qui est intéressant, là, nous, dans l'enquête telle qu'on a voulu la faire, c'est de mettre en relation tout ça et comment ça bouge. C'est-à-dire que, par exemple, Jennifer, elle était dans une situation dans sa famille où elle se faisait taper dessus par son frère, et le passage par l'institution l'a aidée à porter plainte contre ce frère qui a été condamné. Donc, la domination interne à la sphère familiale a été modifiée par le biais de l'intervention. Donc, du coup, c'est vrai que c'est des analyses un petit peu complexes et dans la lecture qu'en effet, ça peut peut-être donner l'impression, comme on utilise ce registre de la domination et du contrôle dans notre texte, qu'on est dans ce paradigme-là. Mais en même temps, on a eu quand même besoin de la notion pour montrer aussi comment ça bouge. C'est pour ça qu'on parle d'équilibre de rapport de force, d'équilibre qui bouge, de réaffectation du capital symbolique. C'est un peu pour montrer comment on peut peut-être... Effectivement, je pense qu'on assume plutôt ces théories-là quand même comme grille de lecture, mais dans l'idée qu'il faut les complexifier. Et puis du coup, que ça fasse pas l'impasse sur les formes de libération, d'appropriation, voilà. Bon. Et sur la catégorie de la maltraitance, c'est vrai qu'on est allé très vite dans le texte, mais on ne dit pas que ça ne désigne rien. Et on n'est pas on n'a pas voulu, en tout cas, mais peut-être qu'il faut qu'on reprenne notre écriture. On n'a pas voulu être dans un discours complètement extérieur. Oui, peut-être juste un mot sur le terme d'invention. C'est un terme très classiquement utilisé, par exemple, invention de l'enfance. Le but, c'est pas du tout de dire qu'on crée quelque chose qui est artificiel. C'est que on donne de l'importance et du sens à une notion qui auparavant n'en avait pas, ou en tout cas pas autant. Donc sur la notion de maltraitance, c'est pas pour dire qu'on ne fait rien avec, c'est pour dire que ça devient la nouvelle notion qui va orienter des activités, alors qu'auparavant elle ne les orientait pas. Donc je pense qu'il faut pas du tout entendre invention comme il y avait rien et on colle une étiquette sur du vide, mais plutôt que on recompose des choses qui étaient perçues avant avec une autre catégorie à partir de cette nouvelle catégorie, ou en tout cas en lui donnant plus d'importance qu'avant. Oui, et dernière chose, oui. Et bien, juste aussi pour compléter sur l'idée aussi de la domination, c'est pas forcément les professionnels ou l'institution en elle-même, mais c'est cette question d'un contexte. C'est l'intérêt de la notion d'économie morale, d'un contexte un peu plus général. Les pères nous parlaient beaucoup des discours qu'il y avait à la télévision. Pour reprendre les écrans plats, dans toutes les familles dans lesquelles on est allé, il y a effectivement ces immenses écrans plats qui contrastent avec les intérieurs. Et le discours public et les normes et la morale publique, ça passe beaucoup aussi par le discours médiatique et les références à la télévision. D'ailleurs, les télévisions étaient allumées pendant les entretiens, souvent. Et donc, en fait, cette idée que ça passe aussi par ça. C'est pas forcément les professionnels eux-mêmes ou l'institution dans son intervention qui introduit des mécanismes de domination. C'est le fait que l'intervention, pour les parents, elle est lue aussi dans ce contexte où ils ont ces discours-là en tête. Cette image de ce que c'est qu'être un bon parent, un mauvais parent, les discours sur les mauvais immigrés qui ne savent pas tenir leurs enfants, ce n'est pas le discours que tient l'institution, c'est le discours qu'ils entendent à la télévision. Pour voilà.